Bonsoir Monsieur Fortin. Bonsoir. Donc, pouvez-vous vous présenter et présenter votre parcours? Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Thierry Fortin. Je suis professeur agrégé d'anglais donc en études britanniques à Sciences Po Lyon depuis 6 ans maintenant. Et j'ai fait un passage de 10 ans au sein du ministère des Armées, qui s'appelait ministère de la Défense à l'époque, comme professeur en langue et renseignement pour assurer une préparation opérationnelle des forces pour différents types de personnel, militaires principalement, mais civils aussi, du renseignement, des armes de mêlée, des forces spéciales et des différents états-majors, des 3 armées. Donc j'ai été officier de réserve dans l'armée de terre, en réserve opérationnelle, issu du 4e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et j'ai terminé ce court passage, on va dire, au grade de capitaine comme officier renseignement. Voilà. Donc, le thème nous avons choisi comme thème de cette interview Europe de la défense ou défense de l'Europe. Donc, première question que je souhaite vous poser, la relation entre l'OTAN et l'Union européenne. Pouvons-nous parler de superposition? Y a-t-il possibilité d'intégration? Comment voyez-vous le couplage de ces deux structures? Bon, ça a été vu dès le départ, c'est le vieux cheval de bataille, ça a été vu dès le départ comme un problème de redondance, de compétition entre les deux structures. L'OTAN a été, on va dire, finalement poussé par les Américains, on va dire par une relation atlantique. Ernest Bevin, qui était le ministre des Affaires étrangères britannique de Clement Attlee, a vraiment poussé au maximum pour que les Américains, qui voulaient se retirer très rapidement, ils voulaient rester 2 ans en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et le risque face à l'Union soviétique, qui avait une capacité vraiment opérationnelle en artillerie, en nombre d'hommes, en chars, et aussi on va dire en volonté, puisqu'ils avaient une stratégie qui était claire et nette. Ils avaient montré leur capacité de combat, ils étaient vus, on regarde les sondages quand même en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une bonne partie des Français, alors que c'est plus le cas aujourd'hui, disent que c'est les Russes qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Français à l'époque le savaient, alors qu'aujourd'hui ils l'ont quasiment désappris, quoi. Ils l'ont quasiment désappris. Donc devant cette menace soviétique, Bevin essaie d'attirer, et c'est un peu la grande capacité, on va dire, politique et internationale des Britanniques, ils le disent eux-mêmes, ils le disent cyniquement, on n'est peut-être pas les plus forts, mais on arrive toujours à trouver beaucoup de gens pour se battre avec nous ou pour nous. Et Bevin l'a trouvé en la présence des Américains, qui ont accepté finalement, puisqu'ils ont vu l'intérêt pour eux, de renforcer ce lien transatlantique en ayant une présence permanente d'un déploiement de forces américaines en Europe, un prépositionnement, parce que le gros de leur force n'était pas en Europe, mais ils avaient quand même un déploiement pour la taille des petites armées européennes qui étaient renaissantes, qui étaient en 1949 quand l'OTAN a été créé, qui étaient quand même assez conséquentes. Et ils ont donc accepté de lancer une grande alliance pour défendre, alors c'est pas la défense de l'Europe, c'est la défense d'un club de puissance occidentale, voilà, piloté, drivé par les Américains, parce que le SACEUR, le Supreme Allied Commander in Europe, est toujours un officier général ou un amiral américain, c'est systématiquement le cas. Le D-SACEUR, le deputy, l'adjoint, est toujours quasiment un Britannique. Politiquement, on a eu un Allemand à partir des années 70, un général allemand. On en a eu un ou 2 autres, mais quasiment systématiquement, c'est un Britannique. Et jusqu'à très récemment, jusqu'en 2009, à l'intégration des Français au sein du commandement militaire intégré de l'OTAN, les Français étaient quasiment invisibles. On a récupéré un commandement suprême, Supreme Allied Command in Transformation, à Norfolk, qui est systématiquement, ce qui est vraiment un mécanisme, hein, je ne veux pas dire que c'est de l'hérédité, mais c'est quasiment la descendance, on va dire, monarchique, où on a le chef d'état-major de l'armée de l'air sortant, qui passe sur ce poste. Donc on a eu le général Abrial, Paloméros, on a eu Mercier, voilà, qui on va avoir après, on verra bien, quoi. Le général Tapresse peut-être, les paris sont ouverts à l'heure actuelle, mais voilà. Donc oui, la volonté britannique s'inscrit dans le discours de Fulton de Churchill quand lui-même annonce le rideau de fer. Et vous voyez que même George Kennan était un peu réticent à cette forme d'engagement, d'alliance, on va dire, contraignante pour la puissance. Il aurait préféré une garantie unilatérale, on a vu de Washington. Mais la disproportion des forces a fait que
il faut avoir un grand frère puissant pour pouvoir dissuader. À l'époque, le nucléaire, c'est du tactique musclé, le nucléaire. C'est pas du stratégique. Les bombardiers américains, même basés au Royaume-Uni, n'atteignent pas le cœur de l'Union soviétique. Vu le nombre de morts des soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, 25, 26, 27 millions, on ne sait même pas exactement. Est-ce que perdre une ou deux villes de Lituanie, de Pologne, de Hongrie ou même de l'extrême ouest de la Russie aurait stoppé, ou de l'Ukraine aurait stoppé Staline? Absolument, c'est tout à fait aléatoire, c'était totalement hypothétique, donc il fallait vraiment une présence permanente et ça s'est construit comme ça. Donc à partir de ce moment-là, la meilleure garantie, et ça a été vu de cette manière-là par les gens qui étaient alignés, le plus alignés sur les Américains, mais on en avait en France aussi, on a toujours cette scission au sein de la classe politique française entre les gens qui sont, on va dire, on pourrait dire américano-lâtres, si c'est pas américanophile, on peut aller plus loin même, ou dire les Américains nous ont sauvés, il faut systématiquement se mettre de leur côté, c'est le meilleur exemple à suivre, et certains qui sont soit américanophobes ou américano-sceptiques, on les a à gauche comme à droite, hein. On a eu un basculement de certains partis. Aujourd'hui, on va dire le Front National est largement pro-russe et américano-sceptique. On a Jean-Luc Mélenchon qui est quasiment systématiquement aligné sur des positions de pays communistes, quasiment systématiquement, soit la Chine. C'est quasiment le seul à avoir défendu les Serbes pendant l'opération du Kosovo. Sur tout l'échiquier politique français, il a défendu d'une certaine manière la présence chinoise au Tibet, ce que très peu d'hommes politiques français font, en disant qu'a priori c'est une position de modernisation et non pas, c'est pas un génocide, c'est une modernisation d'un pays qui était féodal, qui était tenu par les religieux, par les moines, ce qui est une position qui est tenue par très très peu de gens en France. Voilà, donc on a cette position-là et automatiquement, l'OTAN ayant été... les mécanismes sont là, hein, les pays, et les Américains avaient tout de suite vu l'intérêt qu'ils pouvaient en tirer, en uniformisant ce qu'on appelle cette standardisation OTAN, en uniformisant les procédures et donc évidemment les matériels, radio, les armements. On avait un nombre de calibres infernal à l'époque de la création de l'OTAN. Maintenant, tout est vraiment complètement aligné et évidemment, les armes sont faites pour être interopérables, les systèmes radio au niveau des fréquences, ce qui n'est même pas évident à l'intérieur d'une armée qui ne travaille pas en alliance. Les Américains, jusque dans les années 80, entre la Navy et l'Air Force, par exemple, avaient des problèmes d'interopérabilité entre certains systèmes. Les forces spéciales ne pouvaient pas communiquer entre eux, ils avaient des problèmes. Ça s'est passé à la Grenade, ça a été illustré par l'opération de Urgent Fury à la Grenade, où ils ont eu des problèmes, ils étaient obligés de repasser par le quartier général des forces spéciales américaines pour demander des appuis-feu à une autre armée. C'est quand même, alors que c'était leur propre force, quoi. Donc voilà. Donc l'OTAN est en place, et évidemment, quand on a voulu une Europe renaissante, la France a eu des tickets de rationnement jusqu'au début des années 50 quand même. Donc en 1949, quand l'OTAN est créé, la France est en pleine reconstruction, voilà, on a moins notre mot à dire. Donc l'UE, contrepartie politique de l'OTAN. Oui, d'une certaine manière, voilà. Et puis ce volet défense, avec l'échec de la Communauté européenne de défense en 1954, est resté une sorte d'embryon, un vœu pieux, une arlésienne, et on en est resté à peu près au même endroit. Ça a été économique, ça a été humain, l'Europe. Il y a des processus qui fonctionnent très bien. Erasmus en est un exemple. Mais bon, ça reste à un niveau stratégique. Il y a un besoin de définir exactement ce que sont les objectifs stratégiques européens, les réelles menaces visant l'Europe et pas le reste du monde, et pas les États-Unis. Et on ne voit pas pour le moment une définition claire de ces concepts-là. Et pour revenir à la relation entre ces deux structures, dans la construction, le fait qu'on inscrive l'OTAN même dans le marbre du traité européen comme principale garantie de sécurité collective des États membres de l'Union. Et je voulais revenir aussi sur la notion des élargissements vers l'Est. On a souvent constaté que l'OTAN précède l'UE. Donc là aussi, comment voyez-vous ce couplage, parfois ce découplage dans l'élargissement et la dynamique de ces deux structures? D'une certaine manière, les gens qui veulent créer une défense européenne se font un peu damer le pion par l'élargissement de l'OTAN. On en a 29 pays à l'heure actuelle, avec des pays qui sont des nains militaires, stratégiques. La Macédoine a réglé son problème avec la Grèce. Voilà, oui. Bon. Donc il y a ça. On a intégré le Monténégro très récemment. Qu'est-ce que fait l'Albanie pour le moment au sein de l'OTAN? En gros, ils profitent d'une mise à niveau.
de la mise à disposition de fonds, on va dire, d'une européanisation, d'une occidentalisation de leurs forces armées, de leurs pratiques, de leurs doctrines, ainsi de suite. Mais aussi, les Américains profitent de ce système, de ces mécanismes pour vendre leur matériel à tout le monde, uniformiser que ce soit des fusils, des véhicules légers. Les matériels les plus lourds sont achetés par les plus gros pays. Les budgets sont minuscules pour les petits pays. Les États baltes, le budget de l'Estonie, il a doublé, il est à peu près, ça doit être à 1 milliard 200 millions, quelque chose comme ça. Il était à 650 millions de dollars il y a quelques années. Un avion de chasse aujourd'hui, c'est 100 millions. Voilà, et le F-35, il est au double quasiment, donc sur ce que les Américains appellent des life cycle costs, c'est-à-dire sur toute la durée de vie, avec les pièces, la formation des pilotes, les modernisations au fur et à mesure, enfin ça atteindra peut-être 200 millions, peut-être plus, c'est extrêmement polémique, puisque les gens qui l'ont acheté, maintenant sont rentrés dans ce cercle, ils ne peuvent plus s'en débarrasser, ils doivent aller jusqu'au bout. Donc voilà, on se fait damer le pion si on veut créer une armée européenne, une défense européenne vraiment intégrée en tant que telle par l'OTAN. Et on est au sein de l'OTAN nous aussi, la France, l'Allemagne, les grands pays européens qui sont des décideurs. Donc on est contraint de ménager un peu les deux, et donc on ne peut pas pousser l'OTAN ayant largement un temps d'avance sur les moyens stratégiques aussi, sur les doctrines, sur l'expérience aussi des déploiements. Voilà, il y en a un des deux, ça devient un jeu à somme nulle où l'un des deux chasse l'autre. Donc ça annule la question d'un commandement unifié pour des intérêts divergents, globalement. Donc je voudrais poser une deuxième grande question. Quelle serait la place, et quelle est la place de la France dans le dispositif militaire européen? Alors là, je voudrais aborder tout ce qui est base industrielle, technologie de défense, donc ce qui est programme commun, les problèmes à l'exportation, la question du feu nucléaire, de la participation, notamment un refus justement français de participer au plan nucléaire de l'Alliance Atlantique, et la question de l'entente franco-britannique, donc tout ce qui est accord de Lancaster House de 2010, qui ont été relancés, nous avons vu en janvier 2018 par Emmanuel Macron et Theresa May. Alors, on est le seul pays, on est un pays unique, on est le plus grand des petits pays en gros. On a un pays on a une portée stratégique, on a le général Chavancy, le gouverneur militaire de Lyon, disait que les Américains nous écoutent. Ils ne font pas forcément ce qu'on leur demande de faire, ça c'est évident. Les Anglais le disaient dans les années 50-60, c'était Macmillan qui disait bon, ils sont gentils avec nous, ils nous écoutent, mais ils font ce qu'ils veulent à la fin. Bon, mais ils nous écoutent. Il y a d'autres pays pour lesquels il n'y a aucun problème. Ils feront exactement, ils tailleront leur route, un peu comme les appelaient les Vietnamiens pendant le conflit en Asie du Sud-Est, ils appelaient des éléphants. Quoi. Et on les voit venir de loin, on sait au moins c'est clair avec eux. Donc voilà. Nous, on a un avantage énorme, c'est qu'on a toutes les capacités. Du tactique à l'échelon le plus bas, jusqu'au stratégique, jusqu'au spatial. On a des capacités nucléaires stratégiques, on a gardé une capacité pré-stratégique aussi, avec l'armée de l'air a gardé cette capacité-là. On a un porte-avions nucléaire, on n'en a qu'un seul, on a un porte-avions nucléaire, on a des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, sous-marins nucléaires d'attaque, on a notre industrie, on peut concevoir et produire des avions de la plus dernière génération, des dernières technologies. Après, on peut comparer par rapport à ce que font des Américains ou par rapport à ce que font des Britanniques ou des Israéliens ou ainsi de suite. Mais bon, c'est quasiment inégalé sur la planète. Si on compare par rapport aux quelques 200 pays qu'on a, c'est quasiment inégalé. On a cette capacité-là et on est le seul pays en Europe à l'avoir. Les Britanniques ont, avec leur on va dire, rationalisation de l'industrie de défense, s'aborder leur propre capacité de production de gros matériel, quasiment. Ils ont une marine qui est symbolique aujourd'hui. Ils n'ont plus la capacité de développer des avions de A à Z. Le dernier programme le plus moderne, c'est un avion américain, dont ils ne possèdent même pas la technologie en entier. L'ancien ministre de la Défense britannique Jeff Hoon, en 2007, disait, sous Tony Blair, disait BAE Systems, qui fait partie intégrante du projet du F-35, BAE Systems is no longer a British firm.
Ça n'est même plus une entreprise britannique. C'est-à-dire qu'on est rentré, on est partenaire du premier cercle à l'intérieur de ce programme-là, du Joint Strike Fighter, qui s'appelle maintenant F-35, hein, et on n'a pas accès à toute la technologie. Donc pour continuer à faire, de toute façon c'est un avion qui est conçu pour opérer en coalition, sous drapeau américain, sous bannière américaine, donc OTAN, hein, on a bien compris, et les gens qui seraient, on va dire, réticents à faire ceci ou cela, ou qui ne s'inscriraient pas en droite ligne dans la stratégie américaine, ben on coupe le robinet des pièces. On a vu ce qui s'est passé avec les Iraniens après la révolution islamique, ils étaient plus capables de faire voler leurs avions avant que... Voilà, donc on a nous cette capacité d'être le pays leader. On a l'expérience militaire. Parce que pour créer une alliance, il faut des normes, il faut un esprit, il faut des traditions. On ne monte pas une armée à partir de rien du tout. Même les armées qui sont montées, l'armée israélienne, il y avait des expériences auparavant d'autres conflits, d'autres participations. Hein. On le voit pour les gens qui ont participé sous bannière britannique au sein de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale à des combats aériens. Ils ont utilisé ça ensuite, que ce soit l'armée belge, que ce soit les Polonais, que ce soit les Néo-Zélandais, les Australiens, les Sud-Africains. Ils ont énormément. Il faut une inspiration. Nous, on peut fournir cette inspiration. On a cette compétence, on a ces traditions militaires très longues, quasiment les plus longues du monde. On a toutes les capacités. On a une dissuasion indépendante ou qui pourrait redevenir encore plus indépendante. On pourrait revenir. Alors après, là, ça va être des décisions politiques. Après, est-ce qu'on a une stratégie pour mener une danse européenne, on va dire, spécifique, avec une stratégie européenne, avec un objectif? Je n'en suis pas sûr. Justement, que pensez-vous dans le domaine de la défense de cette volonté de rapprochement constante entre la France et l'Allemagne sur des projets communs? Y voyez-vous plus de bénéfices ou plus d'inconvénients? Alors on peut faire énormément de choses avec les Allemands, on l'a fait depuis très longtemps. Bon, l'amitié franco-allemande, elle est, voilà, c'est scellé. J'ai une difficulté à imaginer qu'on puisse avoir un conflit avec l'Allemagne dans un avenir proche. Pour une autre raison aussi, je ne veux pas être cynique, c'est pas de l'humour noir, mais ils n'ont plus vraiment la capacité de se battre. Ils n'ont plus la volonté de se battre. On parlait des forces morales c'est De Gaulle qui parlait des forces morales. Les premières forces, c'est forces morales. D'abord, on a volonté de se défendre, après on verra. Il y a des gens qui ont gagné des guerres. On parlait des Finlandais tout à l'heure, pendant la Talfisot, à la guerre d'hiver. Ils ont mené une guerre artisanale aux Soviétiques. Bon, ils l'ont perdu parce que leurs objectifs d'assurer l'intégrité totale du territoire finlandais, ils ont été obligés de céder. Mais ils ont négocié en position de force après avoir infligé des pertes terribles aux Soviétiques. Et ça, ils n'ont pas été envahis, ils n'ont pas été totalement envahis, ils n'ont pas perdu leur souveraineté. Ils ont été relativement neutralisés ensuite pendant toute la guerre froide. Mais c'est un pays qui a réussi à échapper au pire. Quand même. Ils ont réussi à échapper ce qui est arrivé à la Pologne, ce qui est arrivé à la Roumanie, ce qui est arrivé à l'Allemagne de l'Est. Voilà. Et ça, c'est quand même grâce à leur vision stratégique et à leur capacité de se défendre avec leur volonté de se défendre, d'exploiter au maximum leur qualité sur les faiblesses de l'ennemi soviétique. Donc les Allemands n'ont plus vraiment la capacité de se battre, la volonté de se battre. La guerre est taboue en Allemagne. L'armée, c'est un métier sale. On cache les pertes, ils ont eu une 50aine de pertes en Afghanistan, ils ont été engagés beaucoup plus. J'ai été étonné, alors je pensais qu'ils en avaient beaucoup moins. En fait, non, ils ont eu plus de la moitié des pertes que des Français en Afghanistan. Ils ont eu des Fallschirmjäger, des parachutistes qui ont été engagés à plusieurs reprises. Ils ont eu des attentats avec des engins explosifs improvisés. Il y a eu des patrouilles conjointes entre les Français et les Allemands à plusieurs reprises. Mais les Allemands mettent ça sous le tapis. On a l'impression qu'ils ont peur de leur ombre, peur de ce qu'ils ont été, peur de le redevenir. Et donc, ils sont politiquement, on va dire, philosophiquement, humainement neutralisés. Donc, on peut faire beaucoup de projets avec eux. On l'a fait. On a fait l'Alpha Jet avec eux. On a travaillé sur le Tigre. Voilà. On a travaillé donc sur des projets qui étaient de haute technologie, qui étaient des projets complexes, qui ont abouti. Mais s'engager ensemble, on va dire, payer le prix du sang sur une opération, je vois mal les Allemands le faire. Je vois mal les Allemands le faire. Et à un moment donné, si c'est les Français qui mènent la danse, on va se retrouver un peu comme avec l'OTAN pour les Américains qui décident automatiquement, ça va être le pays qui paye le plus, le prix le plus fort. Et a priori, c'est nous. La question, c'est qu'il n'y a pas une volonté allemande, pas forcément de payer le prix du sang, mais de contrôler les complexes militaro-industriels de son pourtour européen.
Ça, ils essaient de toute façon, ils essaient, comme tous les pays essaient d'avoir une influence stratégique, les Américains essaient de le faire, les Anglais ont plus ou moins abandonné la partie en disant de toute façon la meilleure influence stratégique qu'on peut avoir, c'est en suivant les Américains. Donc voilà. Nous, on a encore cette volonté-là. Après, est-ce qu'elle se traduit en acte? Est-ce qu'elle est, traduite en action maladroite? Est-ce qu'on se trompe de cible, on se trompe de direction et tout? Mais enfin, on a encore cette volonté-là. Les Allemands, eux, veulent le faire de façon essentiellement économique. Je pense à la dernière revue stratégique de l'année dernière, qui parle que le prochain avion, l'avion de chasse, sera un franco-allemand, obligatoirement l'avion français Rafale. Voilà. Maintenant, technologiquement, au niveau des capacités, on a la possibilité de le faire, on a tout pour le faire. Maintenant, on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va entrer en compétition avec l'OTAN, avec le matériel américain qui est vendu. Donc automatiquement, on a vu ce qui s'est passé pendant les années 60, on a eu un cas célèbre de l'avion qui devait moderniser la Luftwaffe, la renaissance de la Luftwaffe. Ouais, le F-104 Starfighter, un avion supersonique extrêmement puissant, très impressionnant, mais absolument pas adapté au théâtre d'opération européen, qui était un simple intercepteur, alors que les Allemands voulaient un avion multirôle pour faire aussi des frappes nucléaires de pénétration au cœur de l'Union soviétique, et aussi ils en ont fait un avion anti-navire, ils en ont fait un avion... Enfin, c'était une catastrophe. Ils en ont perdu énormément, mais les Américains ont réussi à leur vendre un avion qui était pas fait pour eux. C'est un peu comme vendre, je sais pas, une gendarmerie, une brigade de gendarmerie, une Ferrari. Voilà, pour faire des patrouilles dans une zone, dans le Massif central. Enfin bon, c'est à peu près ça, quoi. Ça équivalait à peu près à ça. Et ils ont perdu énormément d'avions. Les Italiens l'ont acheté aussi, les Norvégiens l'avaient, les Belges en ont eu, quasiment tout le monde en a eu. Ça a renfloué l'entreprise Lockheed, qui est la même que celle qui fabrique le F-35. Les gens ont la mémoire courte, mais quand on étudie un peu historiquement, c'est déjà vu. Il y a une pression pour acheter ce matériel-là, vendu par les Américains comme étant un appareil extraordinaire, mais à quoi ça va nous servir d'en avoir que 30 ou 40 au lieu d'en avoir 60 ou 70 F-16 revalorisés, ou qui peuvent largement faire ou des F-18 ou les Canadiens. Pendant 40 ans, sur la logistique. Exactement, parce qu'il faudra le rentabiliser, et automatiquement, le pays sera attaché, c'est un marché captif, le pays sera attaché aux États-Unis et donc à l'OTAN. Donc évidemment, on va se heurter à ce genre de choses. Nombre de pays ont essayé, on se souvient, Serge Dassault est mort récemment, il avait réussi à vendre le Mirage 3 à l'Australie, ce qui était assez exceptionnel à l'époque, et ensuite vendu à Israël, vendu aux Sud-Africains, vendu au Pérou, vendu à l'Argentine. On avait contourné d'une certaine manière l'OTAN, mais si on veut vendre notre matériel, notre aviation franco-allemand à l'Europe, il va y avoir de très grosses pressions des Américains sur les Allemands. Les Américains, ils espionnent les Allemands, ils les tiennent un peu stratégiquement. C'était le pays le plus espionné en Europe. Et puis on a la déclaration qui est devenue maintenant célèbre du général Matisse avant la conférence sur la sécurité de Munich de cette année, où il a dit la défense de l'Europe, c'est l'Alliance Atlantique. Ça va être très difficile pour les Allemands de sortir de ce paradigme. Ou alors, il serait vraiment une révolution, un changement, on va dire. Mais s'imposer en tant que pilier européen de l'Alliance. Et stratégiquement, ça me paraît difficile. L'Allemagne est un pays encore occupé. On peut dire qu'il est défendu par l'OTAN, mais c'est difficile. Il y a peu de pays qui acceptent d'avoir des armées étrangères sur leur territoire. Le gros des pays dans le monde n'acceptent pas d'avoir des armées étrangères sur leur territoire. Les Allemands ont un nombre conséquent de soldats étrangers sur leur territoire, quasiment plus de Français, encore des Britanniques, l'équivalent d'une division, et puis pas mal d'Américains, l'équivalent de plusieurs divisions. Bon. Ils ont des armes nucléaires étrangères sur leur territoire, c'est un peu particulier, et le Bundesnachrichtendienst, le service de renseignement allemand, c'est un service totalement intégré au sein de l'OTAN. Les Allemands sont malins, j'imagine qu'il y a des choses, ils font des choses en sous-main, en parallèle, qui sont pas forcément sur lesquelles ils rendent pas forcément de compte aux Américains. Mais ça me paraît difficile d'échapper totalement il y a vraiment une interpénétration des deux systèmes qui fait que des grandes décisions, pour prendre des grandes décisions qui vont permettre de changer de paradigme, il faut avoir une liberté d'action. La liberté d'action, ils l'ont pas beaucoup. Ils l'ont pas beaucoup, ils n'ont pas de souveraineté. Sur cette question de l'OTAN, je vais aborder maintenant les pays de la Nouvelle-Europe, pour paraphraser l'ancien secrétaire à la défense Donald Rumsfeld. Et donc, ces pays de la Nouvelle-Europe, Pologne en tête, fonds européens et matériel américain. C'est comme ça qu'on pourrait décrire. Comment on pouvait
Pour expliquer cette position Alors, je vais régulièrement en Pologne, je vais régulièrement en Pologne, je parle avec eux, de leur vision stratégique et tout. De toute façon, pour eux, ils sont pas dupes de la volonté des Américains de mettre le pied dans la longue durée pour damer le pion aux Russes et pour gagner des marchés, pour vendre leurs matériel, tout avec des bases permanentes. L'élargissement de l'OTAN sert à ça aussi. J'étais à une conférence de l'OTAN récemment en Macédoine, il y avait des gens de l'ambassade américaine qui étaient là, donc ils ont une présence stratégique, ils ont des équipes en place, de conseils, on va dire, pour démocratiser, standardiser les pratiques politiques. Ils sont en Albanie aussi contre la corruption, ils sont un peu partout, et on se doute bien que vu le pied qu'ils ont pris. Et c'est alléchant, il faut se mettre à la place aussi là. Ils avaient un terrain qui était extrêmement favorable de la part des États baltes, qui ne sont jamais sentis soviétiques. Jamais. On parle avec des Lituaniens, j'ai des étudiants en tant que directeur de la mobilité internationale à Sciences Po Lyon, j'ai des étudiants baltes en proportion assez importante par rapport à la taille du pays. Ils sont vraiment surreprésentés, ils sont extrêmement friands de formation en Europe occidentale évidemment. Beaucoup d'entre eux veulent aller travailler, il y en a énormément qui finissent par faire des masters ou des doctorats aux États-Unis parce qu'ils ont des bourses. Eux, leur vision, c'est clair et net, les Russes sont une menace et les Polonais, alors je dis un peu à mes amis polonais, je comprends, je connais l'histoire. L'invasion soviétique, 15 jours après le déclenchement de l'opération allemande sur la Pologne, je connais l'histoire. Nous, on ne l'apprenait pas tellement en France. On apprenait que c'était surtout les nazis qui avaient envahi la Pologne le 1er septembre 1939, mais quelques jours après, ils ont pris une invasion soviétique avec un partage 2 tiers, 1 tiers du territoire. À un moment donné, les Polonais sont un peu prisonniers de leur histoire, il faut qu'ils sortent un peu de ça, mais c'est relativement difficile, car ils ont l'Ukraine à côté, ils ont Kaliningrad qui est pas loin, avec une militarisation de l'espace à Kaliningrad qui est assez importante, c'est vraiment une enclave extrêmement militarisée, potentiellement nucléarisée aussi. Poutine a laissé traîner avec ses missiles Iskander la rumeur selon laquelle éventuellement il pourra avoir des armes nucléaires déployées. Vous déployez des armes nucléaires dans certains pays, vous menacez d'en déployer éventuellement en Pologne, où les Polonais en avaient parlé aussi, éventuellement d'avoir une présence permanente de bombes tactiques. Nous aussi on peut le faire. Donc les pays évidemment comme la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie, sont sous pression permanente avec une minorité russophone, pas tellement pour les Lituaniens, mais surtout pour les Estoniens et les Lettons. Et on sait ce qui s'est passé en Ukraine, travailler au corps cette minorité, surtout sa partie extrême, pour qu'elle fasse des manifestations qui seront éventuellement réprimées, ce qui pourra être utilisé en disant que nos minorités russophones sont opprimées et donc il va falloir qu'on intervienne et qu'on les aide. Exactement. Exactement. Ce qu'on fait en Ukraine, on a un statu quo en Ukraine qui, ça n'avance pas. Il y a des combats sporadiques, il y a une situation qui n'est pas bonne, mais d'une certaine manière, ça crée une sorte d'état tampon qui ne rentre pas dans l'OTAN, qui est plus ou moins... La situation est pourrie, c'est un pourrissement de situation, mais qui peut être une stratégie à court ou moyen terme. C'est suffisant. Qui peut dire ce que sera la situation dans 15 ou 20 ans Et sur le plan de la défense, la Pologne ne fait pas confiance à ses partenaires européens. Non, pas tellement. On l'a vu avec le contrat Caracal sur les hélicoptères, on le voit... Ils se sont radicalisés d'une certaine manière, c'est un autre type de radicalisation, mais ils restent arc-boutés sur cette... peut-être pas la jeunesse, mais d'une certaine manière, les gens qui votent se disent, ils votent un peu par peur, et donc automatiquement, ils reviennent sur les fondamentaux, les Russes sont nos ennemis, ils n'ont pas changé, ce sont des brutes. Donc, ils vous le disent comme ça, c'est clairement des gens j'ai rencontré des gens en Pologne qui étaient extrêmement ouverts, très progressistes, qui seraient classés au centre-gauche ou gauche ici en France, mais qui vous tenaient des discours sur les Russes, qui étaient des discours de 1946. C'est l'homme au couteau entre les dents, c'est des hordes c'est des hordes mongoles qui vont nous envahir, ils ne sont pas civilisés, le gros des blagues des Polonais sur les Russes, ça tourne à peu près autour de ça. Bon. Donc ils restent prisonniers un peu de cette image. Cela dit, c'est les visions, c'est la réalité de la géopolitique. Ils ont des gens à leurs frontières avec lesquels ils ont un voisinage difficile. Et les États baltes aussi, les États baltes sont minuscules. On comprend pourquoi ils ont remis
Estonie, Lituanie, un service national en service pour avoir on va dire une masse critique de mobilisation, parce que sinon ils peuvent mobiliser personne, c'est quelques milliers d'hommes. Donc ils ont remis, mais des pays plus grands comme la Suède et la Norvège ont remis aussi, ils ont remobilisé d'une certaine manière, ils ont rouvert certaines bases, la Norvège a remis en service, donc ils ont remis la conscription donc en vigueur. Elle est moins massive que ce qu'on avait en France, mais ils ont une conscription, histoire d'avoir suffisamment de gens le jour où il y a un problème, année après année, qui seront formés pour pouvoir, on va dire, assurer une défense territoriale, avoir un effet masse. Donc voilà. Donc leur vision, c'est une vision qui est très prisonnière de l'histoire, mais d'un autre côté, si on avait un ennemi à nos frontières, si on avait des frontières avec un pays, on va dire, nucléaire, à la rhétorique agressive et qui a déjà dans l'histoire fait subir les pires avanies à notre pays, on verrait peut-être pas la situation de la même manière. Donc on peut avoir un minimum de compréhension, même s'il ne faut pas se laisser aller, je dirais, à la paranoïa, à l'hystérie. Ouais. Et c'est l'avantage des États-Unis qui, eux, sont la puissance offshore européenne. Donc ils arrivent à jouer sur les dilemmes de sécurité de chaque État. Eux, ils sont à l'abri. Ben, sur la question, encore une fois, du couplage, du découplage entre l'OTAN et l'UE, on parlait de la Pologne, on parlait de la Norvège, donc on va parler de tout ce qui est système antimissile. Et la défense antimissile, comment elle est-elle perçue par l'appareil communautaire européen par rapport à l'OTAN et les États-Unis, qui militent activement pour son installation depuis maintenant 10 ans? Non, à partir du moment où on considère qu'il y a une menace russe et que cette menace se matérialise sous forme de missiles, d'abord contre les Iraniens, elle a été avancée contre les Iraniens. Tout à fait, oui. Alors ça, c'est un peu... On se souvient quand même dans le traité de Dunkerque, en 1947, Ernest Bevin dit il faudrait qu'on fasse quand même au moins mention des Allemands, d'une Allemagne nazie résurgente, d'une certaine manière, renaissante, pour ne pas trop froisser Staline, pour qu'il ne se sente pas directement visé par le traité de Dunkerque qui s'est transformé en traité de Bruxelles avec le Benelux et qui ensuite a donné en 1949 l'OTAN, quand on a adjoint les États-Unis et les autres pays, le Portugal, l'Italie, ainsi de suite. Mais c'était les premières initiatives. Mais au début, on ne voulait pas viser trop les Soviétiques, donc parce qu'ils sont susceptibles et ils utiliseront cette susceptibilité. Ils fonctionnent comme ça. Si on les braque, on a perdu, ou du moins on a gagné, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais ça marche toujours, ça répond toujours. Donc, il parlait de faire au moins mention de l'Allemagne, une possibilité de renaissance. Il y avait les réseaux Werwolf à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient plus c'était une manière de créer un peu de la paranoïa. C'était surtout, on va dire, d'une certaine manière, un moyen encore de protéger les derniers nazis qui allaient s'exfiltrer en Amérique du Sud ou dans les pays arabes. Mais à partir du moment où cette menace prend corps politiquement, on en parle, elle existe d'une certaine manière puisque les gens en parlent, ils votent en conséquence aussi, donc elle prend corps et donc automatiquement ça devient logique puisque la menace est une menace aérienne, une menace de missiles, une menace avec des armes, on va dire, de haute technologie, d'opposer une parade. Alors c'est une sorte de mini Star Wars, c'est avec une efficacité... c'est plus une arme politique qu'autre chose. Est-ce qu'on peut arrêter un missile supersonique avec un missile antimissile? Est-ce qu'on peut arrêter une tête nucléaire? Enfin, je ne ferai pas l'essai. Si on n'en laisse passer que 10%, le résultat, il sera de toute façon catastrophique. Prendre 3 balles au lieu de 10, on est quand même mal en point. Donc, c'est un choix américain sur le territoire européen. Oui, sur un territoire européen, et qui est accepté parce que les Roumains achètent des F-16, les Polonais achètent des F-16, ils achètent des hélicoptères américains, ils acceptent des patriotes, ils acceptent des très gros exercices, les plus gros exercices OTAN, c'est les exercices en Pologne, l'exercice Anaconda avec des déploiements de forces américains, britanniques, polonais évidemment, et il y a quelques autres petits contingents, mais c'est des déploiements. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose de la taille d'une grosse division, quelque chose comme 15 000, 16 000 hommes, c'est énorme. À la fin de la guerre froide, on est redescendu à des exercices de moins de 5 000 hommes. C'était une brigade maximum. Quand on pouvait bouger une brigade, c'était bien. Donc les exercices de l'OTAN dans les années 50, c'était des exercices jusqu'à 50 000 hommes, 60 000 hommes. C'était quasiment un corps d'armée qui se déplaçait. Là, on retrouve quand même, pour un pays
qui n'est pas tout petit, mais qui n'est pas un des plus grands pays comme la Pologne, l'exercice de 15-16 000 hommes sur le territoire polonais. Donc, à partir du moment où la menace existe, bah là, il y a une opinion publique qui est favorable. Ils ne voient pas le problème de déployer des missiles. Les Anglais avaient accepté de 58 à 62 les missiles Thor, hein, qui ne servaient à rien. C'était des missiles, il me semble que le combustible était liquide. C'était des propergols liquides. Il fallait 15 minutes, je crois, pour faire le plein et le mettre en position de tir. Les radars d'alerte avancés des Britanniques donnaient 4 minutes pour réagir. 4 minutes. Et les pilotes de bombardiers Vulcan britanniques de la Royal Air Force s'entraînaient à décoller en moins de 4 minutes. Ils dormaient avec leur combi et leur tenue de vol, et ils décollaient, les mécanos démarraient l'avion. Ils grimpaient dans leur avion, ils devaient être en l'air avant. C'est comme les pompiers, hein. Ils sautaient sur leurs chaussures, hein, ils remontaient là, et à 4 minutes. Donc 15 minutes, c'était une arme politique, c'était juste pour montrer que, regardez, on fait quelque chose pour vous, on vous protège, donc vous avez tout intérêt à rester dans notre alliance et à ne pas aller en rejoindre une autre hypothétique qui, de toute façon, a moins de moyens, ne vous fournirait pas du matériel aussi bon, et puis n'a même pas la même expérience. Alors, pour conclure, on a parlé de l'OTAN, on a parlé de l'ancienne Europe, on a parlé de la nouvelle Europe. L'Union européenne peut-elle prétendre au statut de puissance géostratégique? Pas avant d'avoir une vision stratégique unifiée, avec un commandement unique, une chaîne hiérarchique claire, qui commande, qui fait quoi. Au sein de l'OTAN, c'est clair, c'est les Américains qui commandent, et ils ne s'en cachent pas, hein. C'est eux qui commandent. Quand on va à l'école de l'OTAN, à la NATO-Schule à Oberammergau en Bavière, le gros, il y a des Allemands, il y a des Belges, il y a des Norvégiens, il y a des Français, mais bon, le gros des procédures, de l'organisation et tout, c'est des procédures américaines, c'est une organisation américaine. On fait un stage d'officier renseignement ou de staff officer, d'officier d'état-major. On aurait la même chose, on serait sur une base américaine, on aurait exactement la même chose. Donc il faudrait qu'on ait à un moment donné une vision stratégique pour créer cette défense européenne intégrée, une vision stratégique commune. C'est difficile de la trouver. On a vu, les Polonais n'ont pas la même que celle des Portugais. Les Espagnols ne veulent plus entendre parler de déploiement. Les Italiens, c'est Mare Nostrum, mais c'est Piccolo Mare, c'est la petite mer. Hein. C'est juste autour de notre terrain. Ils ne vont pas plus loin. La France a encore cette vision stratégique, mais c'est une vision stratégique française qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Les Allemands veulent peser, mais pas de façon militaire. On ne peut pas avoir de puissance si on n'a pas d'armée. Il n'y a pas de puissance. À un moment donné, il faut ce que les Américains appelaient big stick. Quand ils négocient, ils ont un porte-avions nucléaire qui est pas loin, ils ont des déploiements, ils ont des show of force, ils savent très bien le faire. Donc tant qu'on n'aura pas cette vision stratégique unifiée, claire et nette, qui soit souveraine, indépendante de ce que d'autres pays peuvent faire, pas forcément agressive, pas forcément à désigner mais au moins qui dit clairement, voilà l'Europe, voilà ce qu'est l'Europe, voilà ce que veut l'Europe, voilà dans quelle direction on va aller. Si c'est parallèle aux Américains, pourquoi pas. Si c'est pas parallèle, on ira dans notre direction à nous, avec nos moyens. Tant qu'on n'aura pas défini ça, et pour le moment c'est pas fait, c'est toujours pas fait, on ne sera pas une puissance géostratégique à part entière, puisqu'on n'aura pas de volet militaire pur, cette capacité militaire pure, strictement européenne, avec un drapeau européen dessus. Thierry Fortin, je vous remercie pour vos réponses. Merci à vous.